Donc, il est maintenant 11 heures. Je crois qu'on va débuter. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Julie Robitaille. Je suis nutritionniste de formation et professeure à l'École de nutrition depuis maintenant 2008 et la directrice du programme du baccalauréat en nutrition depuis aussi plusieurs années. Donc, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous ce matin. J'espère que je pourrai répondre à vos questions et vous donner le goût aussi de venir nous rejoindre au baccalauréat en nutrition à l'Université Laval. Donc, les petites consignes de base, je vous remercie là, de garder votre caméra fermée et de garder votre micro fermé également. La présentation est enregistrée, mais j'arrêterai l'enregistrement lorsqu'il y aura la période des questions. Donc, je vous demande de garder vos questions pour la fin. Vous pouvez les poser soit via la boîte de discussion ou également, il me fera plaisir d'y répondre de vive voix si vous souhaitez ouvrir votre caméra et votre micro. Vous n'avez qu'à lever la main à la fin de la présentation et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Et si vous avez des questions peut-être un petit peu plus personnalisées, on peut aussi prendre rendez-vous par la suite pour en discuter juste nous deux. Donc, j'espère que tout le monde voit bien la présentation qui est partagée à l'écran. Et je vais vous présenter environ pendant une trentaine de minutes la profession de diététiste nutritionniste, c'est quoi le programme, nos particularités ici à l'Université Laval, également les secteurs de pratique, un petit point aussi en lien avec l'emploi en nutrition, également la possibilité de s'impliquer dans la vie étudiante. Donc, parfois, vous entendez peut-être le mot nutritionniste, diététiste. En fait, les deux titres sont réservés aux membres de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. C'est notre nouvelle appellation de notre ordre professionnel. Par le passé, vous avez peut-être connu l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, mais maintenant, depuis, c'est tout récent, depuis le 21 octobre, c'est maintenant l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, qui reflète beaucoup mieux les titres qu'on utilise. Donc, vous pouvez l'utiliser indifféremment au choix du membre. Je dirais que de plus en plus, on utilise plus nutritionniste, qui fait référence à la nutrition et moins à la diète comme diététiste, qui était peut-être des fois un peu plus vu de façon péjorative. Le diplôme ici à l'Université Laval du baccalauréat en nutrition donne directement accès au permis de pratique qui est délivré par notre ordre professionnel. Donc, vous n'avez pas d'examen d'admission à passer à la fin de votre programme, contrairement au programme des autres provinces où vous avez l'examen d'admission à passer. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, notre programme rencontre les exigences pour la délivrance du permis par l'ordre professionnel. Donc, une nutritionniste, c'est quelqu'un qui va participer activement au maintien, au rétablissement de la santé de la population, contribuer au quotidien aussi à la promotion de la saine alimentation et au plaisir de manger. Ce sont les seuls professionnels de la santé qui sont reconnus par le Code des professions dans les domaines de la nutrition humaine et de l'alimentation. Donc, c'est une profession qui est réglementée. Il y a plusieurs habiletés qui sont recherchées. Donc, au niveau de la science, évidemment, on est une profession des sciences de la santé. Donc, la pratique de la nutritionniste ou du nutritionniste est basée sur les données probantes, donc la science, les résultats qui proviennent de la recherche en nutrition. Donc, c'est quelqu'un qui doit aimer, évidemment, la science. C'est quelqu'un qui doit faire preuve d'énormément de professionnalisme. On travaille au quotidien avec les gens et faire preuve également d'éthique. On a évidemment un code de déontologie à respecter et on doit aussi respecter les principes éthiques en sciences de la santé. C'est aussi une personne qui doit faire preuve d'un grand leadership pour s'affirmer, par exemple, dans les équipes multidisciplinaires avec les médecins, les infirmières, etc. Et également pour faire la promotion de la profession au sein de la population. C'est une personne qui doit être autonome, qui doit être curieuse. Tantôt, je parlais de la science, curieuse par les aliments, les ingrédients, mais aussi curieuse par les nouvelles avancées au niveau de la science. C'est très important quand on est nutritionniste. C'est une personne qui doit avoir un bon jugement clinique. Oui, durant votre
formation, on vous apprend les bases de la pratique de la nutrition, mais vous devez exercer un jugement clinique, donc prendre une décision en fonction de l'éthique, en fonction des données probantes, etc., et faire preuve évidemment d'un bon esprit critique. On parle de créativité, des fois on n'y pense pas nécessairement, mais c'est très, très important au sein de la profession de la nutritionniste parce qu'on doit souvent créer des outils d'éducation auprès des patients, on doit créer des interventions qui vont avoir comme effet bénéfique de changer des comportements, soit au niveau individuel, mais au niveau de la santé de la population. Donc, il faut faire appel à notre créativité pour engager nos clients, notre population, nos patients. Donc, c'est très important. C'est une personne qui a de la facilité à communiquer. La communication est au cœur de la nutrition. On communique tout le temps, tous les jours. On communique avec des patients, des clients, nos collègues, soit dans le domaine de la santé ou dans d'autres secteurs de pratique. On communique avec nos gestionnaires, on communique avec des décideurs, on communique avec des partenaires, etc. Aussi l'écoute, l'écoute active, faire preuve d'empathie, de respect. Et aussi une facilité à travailler en équipe. Dans plusieurs secteurs de pratique, le travail en équipe est primordial. Une nutritionniste, c'est le professionnel de la santé dont les interventions vont favoriser les meilleurs choix alimentaires pour le développement, le maintien ou le rétablissement de la santé. Et on a des activités réservées c'est légal, c'est via une loi, la loi 90 de l'Office des professions du Québec. Donc, la nutritionniste, c'est la seule personne qui peut évaluer l'état nutritionnel d'une personne et qui peut aussi déterminer et assurer la mise en œuvre d'une stratégie d'intervention qui vise à adapter l'alimentation en fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé. Donc, ça nous offre un rôle très, très important dans le système de la santé. La profession de nutritionniste a maintenant aussi des activités autorisées qu'on partage avec d'autres professionnels de la santé. Donc, les diététistes nutritionnistes peuvent maintenant, avec une ordonnance médicale, procéder au retrait d'un type d'alimentation. Donc, par exemple, une personne qui a de la difficulté à s'alimenter avec des aliments et pour rétablir sa santé, par exemple, on peut faire appel à l'alimentation qu'on appelle entérale, donc avec un tube nasopharyngé, soit via le nez ou via la bouche. Et donc, la nutritionniste peut maintenant procéder au retrait de ce type d'alimentation-là et administrer des médicaments, justement, ou autres substances par voie orale ou entérale, ce qu'on appelle le tube nasopharyngé, de formules nutritives, vitamines, minéraux. Elle peut aussi prescrire des formules nutritives, les vitamines, les minéraux, le matériel aussi pour l'alimentation entérale, ainsi que les solutions d'enzymes pancréatiques. Et il y a d'autres aussi activités autorisées qui sont en cours d'évaluation par le Collège des médecins. Donc, ce ne serait pas surprenant qu'on ait d'autres activités qui soient autorisées. Donc, maintenant, je vous parle du programme. Donc, j'ai fait le tour assez rapidement ou brièvement de la pratique. Je vais juste m'assurer. Oui, c'est ça. Parfait. Je vais maintenant parler du programme ici à l'Université Laval. Donc, c'est un programme qui est à temps plein sur 3 ans et demi, 8 sessions. Donc, la première année, c'est principalement de la formation théorique à l'Université Laval sur qu'on appelle les bancs d'école, mais évidemment, il y a beaucoup d'activités de formation pratique qui sont réparties tout au long du programme. Donc, ce n'est pas seulement d'écouter le professeur parler. Vous êtes impliqué dans plusieurs activités pratiques, notamment des laboratoires, mais aussi des ateliers en classe dans les différents cours. Mais ça se passe à l'université avec une deuxième année qui est aussi similaire, donc des cours à l'université dans plusieurs secteurs de pratique, avec des activités pratiques. Et là, même, vous allez visiter les milieux, certains milieux de stage. Puis même dès la première année, vous avez aussi des présentations de nutritionnistes dans différents secteurs de pratique qui viennent vous voir. Donc, vous avez la chance aussi de rencontrer ces gens-là, de poser vos questions et d'avoir un aperçu du milieu de travail. Vous allez faire votre premier stage officiel à l'été de la deuxième année, donc une période de 6 semaines en stage en milieu hospitalier, où vous irez dans 2 secteurs de pratique, le secteur de la nutrition clinique, mais également le secteur de la gestion des services alimentaires, qui est un secteur aussi
de pratique obligatoire, là. Un secteur de formation obligatoire en milieu pratique. Par la suite, vous revenez à l'université pour une session en classe avec évidemment des activités pratiques et vous retournez, votre fin de programme se termine en stage avec une session complète. Là, les 2 dernières sessions sont faites en stage, une session complète en milieu hospitalier ou en pratique de première ligne, par exemple dans les groupes de médecine de famille, les CLSC, les CHSLD. Et vous avez aussi une session de stage avec 3 blocs de stage en santé publique ou en éducation et nutrition, un bloc de stage à option et également un bloc de stage en gestion des services alimentaires. Ici, à l'Université Laval, on a une approche qui est unique, une approche programme par compétence qui a été mise en place, qui a été élaborée là, pendant plusieurs années et qui est mise en place depuis l'automne 2020, qui vraiment va permettre de former des meilleurs nutritionnistes diététistes. Donc, c'est l'approche qui est utilisée par plusieurs autres programmes des sciences de la santé. Donc, nous intégrons, on a un référentiel canadien de compétences intégrées pour l'enseignement et la pratique de la diététique. Donc, toutes ces compétences-là sont intégrées au sein du programme. On a 5 compétences principales à développer, des compétences transversales comme la communication et le travail d'équipe, le professionnalisme, mais également des compétences qui sont plus de nature disciplinaire, donc les compétences de soins en nutrition, les compétences de gestion et de gestion des services alimentaires, ainsi que les compétences de nutrition en santé publique. Et nous avons aussi considéré là, les normes des compétences professionnelles de notre ordre professionnel dans les 4 secteurs de pratique. Les cours, vous avez des formations théoriques dans plusieurs secteurs, donc les sciences biologiques. Tantôt, je mentionnais là, que c'était important d'avoir une pratique qui était basée sur la science. Donc, c'est important de bien comprendre le fonctionnement du corps humain puis pour comprendre comment l'alimentation peut avoir un impact sur différents systèmes du corps, le système cardiaque, le système respiratoire, etc. Donc, vous avez là, des cours de sciences biologiques qui sont concomitants où les notions sont intégrées avec vos cours de nutrition clinique. Par exemple, si dans votre cours de nutrition clinique, vous voyez l'approche nutritionnelle pour les problèmes de cholestérol, par exemple, bien, en même temps, dans votre cours de sciences biologiques, vous allez tout voir les dyslipidémies, les problématiques au niveau de l'hypercholestérolémie, donc toute la biologie, la physiologie et la pathologie liées à ces problématiques-là. Et dans les cours de nutrition clinique, vous allez voir toute l'approche nutritionnelle pour régler ces problématiques-là. Donc, c'est vraiment une approche programme qui est très, très intégrée. Vous avez aussi des cours des sciences des aliments. Évidemment, l'aliment, c'est notre outil principal en nutrition, donc c'est important de bien les connaître, comprendre ses propriétés, de travailler avec les aliments. Donc, il y a des cours théoriques, mais il y a aussi des cours pratiques d'expérimentation alimentaire. Vous en avez 3 là, dans le programme répartis au cours des 2 premières années. On a aussi des formations au niveau de la nutrition normale, de la nutrition thérapeutique. Donc, nutrition normale, c'est la nutrition pour les populations en santé, par exemple les femmes enceintes, les jeunes enfants, les adultes, les adolescents, les populations, les clientèles de personnes âgées. Donc, la nutrition plus normale, c'est quoi les besoins pour ces clientèles-là? Mais aussi de la nutrition thérapeutique. Donc, comment on fait c'est quoi l'approche nutritionnelle pour traiter une problématique X, Y ou Z? Par exemple, tantôt, je parlais des dyslipidémies, les problématiques d'hypercholestérolémie, les problématiques de diabète. Donc, toute la nutrition en lien avec ces problématiques de santé-là. On a aussi de la formation au niveau de la nutrition en santé publique, au niveau de la science du comportement et de la communication, aussi au niveau de la gestion et également au niveau de la collaboration interprofessionnelle parce qu'on travaille avec les autres professionnels de la santé, que ce soit les médecins et les kinésiologues,
les infirmières, les physiothérapeutes, etc. Donc, c'est important, dès le début de votre formation, de travailler avec ces étudiants de ces disciplines-là. Donc, vous avez 3 cours là, de collaboration interprofessionnelle au sein du programme. Au niveau des approches pédagogiques, il y a des travaux individuels qui sont proposés. Vous avez beaucoup de travaux d'équipe. Tantôt, je parlais du travail d'équipe qui était une composante importante de la profession. Donc, on vous forme déjà à l'Université Laval à faire des travaux d'équipe. Donc, un des premiers cours de votre programme, c'est tout ce qui est outils et notions en lien avec le travail d'équipe, et ces outils-là, ces travaux, ces notions-là, vous pouvez les appliquer là, tout au long de votre programme. On a aussi des activités pour pratiquer les techniques d'entrevue, des études de cas sur différentes problématiques nutritionnelles, évidemment des discussions en classe. Je pense qu'il n'y a pas une journée où on n'entend pas parler de la nutrition dans les médias. Et moi, j'enseigne le cours de nutrition en santé publique et c'est vraiment extraordinaire là, de pouvoir en discuter, de parler de ces enjeux-là de nutrition qui affectent en fait ou qui se préoccupent les gens de notre population. Comme je le mentionnais tantôt, on a des laboratoires d'expérimentation alimentaire où vous avez la chance de travailler à l'enrichissement de certains aliments. Donc, par exemple, un muffin sans gluten ou un pain sans gluten, bien, on doit le conseiller parfois à certains de nos clients, par exemple, qui sont atteints de maladie cœliaque, mais c'est-tu mangeable? C'est-tu faisable? Est-ce qu'on est capable de développer un produit sans gluten, par exemple, qui va être apprécié par notre clientèle? Donc, on travaille avec les aliments, avec les ingrédients, pour être capable, après ça, de bien conseiller là, justement nos patients. On travaille aussi avec toutes les textures modifiées. Par exemple, une personne qui aurait des difficultés au niveau de la déglutition, qui a des problèmes de dysphagie, par exemple, suite à un AVC ou une personne âgée, par exemple, bien, on travaille toutes les mets à texture modifiées avec les différentes consistances et qui, après ça, sont utilisées là, dans, par exemple, les milieux hospitaliers pour la clientèle qui a des problèmes de dysphagie. On travaille aussi au niveau des stages. Donc, vous l'avez vu, le programme des stages est très important au sein du programme. C'est une grande partie de votre formation et c'est un milieu qui permet de développer vos compétences dans des milieux réels, donc très, très intéressant. On a aussi des activités simulées. On utilise aussi beaucoup l'apprentissage expérientiel. Donc, en ce moment, les étudiants de mon cours on a eu la chance d'avoir un partenariat avec une école primaire. Donc, les étudiants de mon cours vont développer des ateliers d'éducation à la nutrition auprès de la clientèle scolaire, là, les enfants d'âge scolaire. Donc, ils ont 2 ateliers à préparer, un atelier culinaire puis un atelier d'éducation à la nutrition auprès de cette clientèle-là. Donc, c'est vraiment très, très enrichissant, c'est riche pour les étudiants puisque ça leur permet d'appliquer les notions théoriques qui sont vues en classe directement auprès d'une clientèle qui est vraie. Là. Ils travaillent avec du vrai monde, donc ils ont besoin de donner leur 110 % là, pour faire ce projet-là. Donc, c'est très, très riche autant pour nos étudiants, mais également pour l'école qui reçoit nos étudiants. Puis les petits élèves sont vraiment enchantés et emballés là, par ce projet-là. Et toutes ces approches-là bien, soutiennent le développement là, des compétences. La formation pratique, je le mentionnais, c'est un aspect qui est important au sein de la formation, au sein du programme. Il y a des visites de milieu de travail, des entrevues avec des nutritionnistes. Il y a plusieurs activités de formation pratique, dont celle que je viens juste de vous mentionner, là, une activité directement dans l'école avec la clientèle des enfants d'âge scolaire. Et ça, ce n'est que quelques exemples. Vous aurez à faire là, des stages obligatoires en milieu hospitalier, autant la 2e, 3e et 4e année. Vous avez des stages options, j'en ai parlé tantôt du programme de stage. Et il y a la possibilité aussi pour ceux qui ont la fibre internationale, là, ça a été plus difficile dans les derniers mois, mais de faire un stage interculturel et international en nutrition.
Donc, ça, c'est une expérience qui est aussi très, très intéressante pour les étudiants et est aussi très, très appréciée. Ça devrait reprendre, là, j'imagine, très prochainement, là, tous les stages à l'international. Nos stages sont crédités, mais ils ne sont pas rémunérés. Donc, dans nos milieux de stage, on a des ententes avec le CHU de Québec, l'UCPQ, le CIUS de la capitale nationale, le CIUS de Chaudière-Appalaches, donc les directions de santé publique, les CLSC, les CHSLD. Il y a aussi possibilité, là, on a aussi quelques ententes avec des régions, par exemple Trois-Rivières, Chicoutimi, le Bas-Saint-Laurent, Sherbrooke également. J'espère que j'en oublie pas. Donc, pour les étudiants qui proviennent de ces régions, il y a cette possibilité-là aussi, lorsqu'on a rempli notre capacité dans la région de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, de vous permettre de faire votre programme là, de stage dans votre région. Des milieux privés, des organismes communautaires, certaines entreprises aussi vont accueillir là, les étudiants stagiaires en nutrition. Vous n'avez pas à trouver vos milieux de stage. Nous, on s'en occupe. On a une coordonnatrice des stages, Mme Anne Payne, qui est là depuis plusieurs années, qui a développé des partenariats et et on s'assure aussi avec ces stages-là, ces milieux de stage-là qui rencontrent les objectifs là, des stages. Donc ici, c'est le stage international et interculturel, comme je vous le mentionnais. Là, dans les prochaines diapositives, vous allez voir quelques projets là, qui ont eu lieu au cours des dernières années. On a des ententes avec des centres d'Afrique, d'Haïti, du Nunavik, de la baie James, de l'Inde, l'Indonésie, Afrique de l'Ouest, je l'ai parlé, c'est Sénégal. Ça varie là, des fois d'une année à l'autre, mais ça ressemble à ça les milieux qu'on est capable, qu'on est en mesure là, de vous offrir à chaque année. Le nombre d'étudiants qui partent en stage à l'international varie d'une année à l'autre. Ça peut varier entre 2 et 8 étudiants peut-être par cohorte. Et ça, c'était un projet qu'on avait un stage de collaboration interprofessionnelle avec les gens d'agronomie et de sciences et technologies des aliments. Donc, les étudiants sont partis à IFCI avec le projet ACOSA pour développer plusieurs activités qui permettaient de répondre aux besoins de cette clientèle-là. Donc, ici, ça, c'est d'autres photos de nos stages à l'international. Donc, en plus de développer leurs compétences professionnelles, ben c'est vraiment intéressant au niveau personnel, ils sont vraiment impliqués dans leur communauté. Donc, il y a tout un aspect aussi là, qui est intéressant. On a aussi la chance d'avoir des experts dans plusieurs domaines de la nutrition, des experts en recherche en nutrition, des titulaires de chaires de recherche au Canada, d'excellence au Canada, notamment la chaire de recherche en génomique nutritionnelle. Elle est ici à l'Université Laval. C'est une de mes collègues là, qui en est titulaire, donc Mme Marie-Claude Vaule. Et tous nos profs enseignent, ils font de la recherche, mais enseignent aussi au sein du programme. Donc ça, je pense que c'est un aspect qui est très unique ici à l'Université Laval. On n'a pas beaucoup de chargés d'enseignement. C'est vraiment les professeurs qui sont des experts dans leur domaine, qui enseignent les différents cours du programme. Et ça permet à vous, les étudiants, d'être aux premières loges des résultats qui sont issus de la recherche. Donc, les professeurs partagent ces résultats-là avec vous. C'est très, très intéressant et très riche. On a aussi le titulaire de la chaire de recherche sur le microbiome endocannabinoïdome. Il y a 3 professeurs là, de l'école de nutrition qui sont rattachés à cette chaire-là et qui vous enseignent les cours de microbiologie, de sciences biologiques en lien avec ces particularités-là. Et on a aussi à l'Université Laval le titulaire de la chaire de recherche en chirurgie bariatrique et métabolique, qui est un expert, une sommité mondiale là, en obésité, M. André Tchernoff, qui enseigne aussi là, les cours en lien avec cette discipline-là. Et il y a la possibilité d'aller faire des stages de recherche avec tous nos professeurs qui sont membres, là, entre autres, du Centre Nutrition, Santé et Société, le Centre Nutris, qui est un centre aussi financé par le Fonds de recherche en santé du Québec.
l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, l'INAF, l'IUCPQ, ainsi que le CHU de Québec, tout ce qui est en lien aussi avec la santé maternelle et de l'enfant. On a aussi des chercheurs qui sont des experts au niveau de la nutrition et du cerveau. Donc, tout l'aspect neurocognition au niveau des comportements alimentaires, tout l'aspect du cerveau en lien avec les préférences alimentaires, etc. Donc, c'est vraiment super, super intéressant. Donc là, j'ai fini vraiment de parler plus du programme. Je vais glisser quelques mots au niveau du marché du travail. Donc, c'est souvent une question qu'on nous pose. Est-ce que je vais avoir un emploi là, après mon 3 ans et demi, après mon programme? On a plusieurs étudiants qui vont poursuivre aux études graduées. Environ 20% de nos étudiants vont poursuivre vers la maîtrise et certains d'entre eux, après ça, vers le doctorat en nutrition. Mais on en a une grande proportion qui vont intégrer aussi le marché du travail dès la fin de leurs études. Les perspectives d'emploi, elles sont excellentes. Il y a quelques années, on parlait de perspectives d'emploi excellentes plus en région, un peu moins dans les grandes villes comme à Montréal, à Québec, mais maintenant, on ne fait plus de distinction. Donc, les perspectives d'emploi sont excellentes autant en région que dans les grandes villes. Il y a 4 principaux secteurs de pratique de la nutrition, soit en nutrition clinique, donc vous allez travailler dans les milieux hospitaliers, en clinique privée, vous pourriez aussi travailler en CLSC, en CHSLD, par exemple. Donc, ça, c'est des milieux où on va travailler plus dans le secteur de la nutrition clinique. Il y a le secteur aussi de la nutrition en santé publique, où est-ce qu'on va, les nutritionnistes vont travailler, par exemple, dans les organismes communautaires, les directions de santé publique, les instituts nationaux de santé publique. Aussi, le ministère de la Santé et des Services sociaux va aussi embaucher des nutritionnistes à l'Agence de santé publique du Canada également. On a aussi un secteur de pratique qu'on appelle la gestion des services alimentaires, donc principalement dans les cafétérias des hôpitaux, donc de gérer, pas nécessairement faire la cuisine, mais gérer les employés de la cafétéria, du service alimentaire d'un hôpital. Donc, c'est vraiment des responsabilités qui sont très, très importantes, de s'assurer que les menus correspondent aux besoins nutritionnels de la clientèle. Donc, on va avoir aussi des nutritionnistes dans les CHSLD, dans aussi certaines entreprises, des gros services alimentaires qui vont offrir, par exemple, des repas à des entreprises. On a des nutritionnistes qui travaillent pour Hydro-Québec qui sont dans le Nord, qui travaillent pour les Hydro-Québec, les employés qui sont basés, dans le fond, dans le Nord et qui doivent avoir des repas là, 3 fois par jour à tous les jours, etc. Donc, on a des nutritionnistes là, qui travaillent dans ce secteur-là. On a des nutritionnistes aussi qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire et biopharmaceutique. Par exemple, pour les compagnies, tantôt je parlais de nutrition entérale, lorsqu'on donne une alimentation par voie nasopharyngée, bien, on a besoin d'avoir des nutritionnistes qui connaissent les besoins nutritionnels, qui vont aussi être conseillés et qui vont être aussi peut-être des représentants là, de ces produits-là. Dans les différents milieux. Au niveau de l'industrie agroalimentaire, bien, souvent les nutritionnistes vont être des consultants ou des conseillers pour des grandes entreprises. Par exemple, pour Ricardo, ça peut être pour des grosses entreprises qui développent une offre alimentaire et qui veulent s'assurer que cette offre alimentaire-là soit de qualité. Donc, on a là, des nutritionnistes qui travaillent avec ces gens-là. On a aussi d'autres secteurs qui sont peut-être un peu moins traditionnels. Bon, l'enseignement, moi, je fais partie maintenant de ce secteur de pratique-là après avoir là, complété mon bac, ma maîtrise, mon doctorat et même mon post-doctorat. Donc, ça me permet maintenant d'enseigner au niveau universitaire. Mais on a des nutritionnistes qui peuvent enseigner au cégep à la technique en diététique. Et aussi, au niveau de la communication, bien là, vous l'avez vu, on a plusieurs nutritionnistes maintenant là, dans les médias. C'est un secteur de pratique qui est de plus en plus recherché. Donc ici, ça, c'est les données du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de 2019. C'est un sondage qui avait été fait auprès là, des diplômés de 2017. Donc, le taux de placement à ce moment-là, là, ça fait déjà 4 ans. C'est les dernières données qu'on a, mais
Je suis certaine là, que le taux de placement est encore meilleur là, que ça en ce moment avec la pénurie de main-d'œuvre. Donc, 92,6 de taux de placement. Il y a 72 qui avaient un emploi salarié permanent. Il y a encore une réalité lorsqu'on sort, lorsqu'on obtient notre diplôme, lorsqu'on est récemment diplômé, c'est que souvent, on va faire du temps partiel occasionnel, qu'on appelle, par exemple, dans des postes en milieu hospitalier. Et on va combiner des fois 2 ou même 3 postes, mais c'est super intéressant parce que ça nous permet de rencontrer, de connaître différents milieux, de rencontrer différentes personnes pour favoriser la mise en place de notre réseau de contacts, par exemple. Donc, ce n'est pas du tout routinier parce qu'on travaille avec différentes clientèles. Mais déjà, là, à la sortie des bancs d'école, on avait quand même 72 qui avaient un emploi salarié permanent. 84 qui c'était en rapport avec la formation. Le nombre d'heures travaillées en moyenne était de 37,7 heures par semaine. Et le salaire moyen, là, 2 ans après l'obtention du bac, était là, de 46 000 $ par année. Donc, voilà pour le milieu de l'emploi, le marché de l'emploi. Là, je serais rendue à parler de l'admission. Donc, c'est probablement vous avez probablement plusieurs questions en lien avec l'admission. Donc, on a 75 places au sein du programme. Donc, ça, c'est les chiffres là, que vous voyez à l'écran, c'est les chiffres de 2021. Ça varie d'une année à l'autre. On a historiquement entre 250 et 350 demandes d'admission par année. Comme je vous le dis, on a 75 places. On a 4 places qui sont réservées pour les détenteurs de diplômes de technicien en diététique. Et on a aussi une place pour les candidats issus des Premières Nations. Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, si vous avez là, les codes de rendement pour les collégiens, les universitaires ou pour les candidats issus là, du DEC en technique diététique. Donc, je le mentionnais, pour 2022, la date limite pour déposer votre demande d'admission, c'est le 1er mars pour tous les types de candidats. Il y a 4 places réservées pour les détenteurs du DEC en technique diététique, une place réservée à un candidat ayant une cote de rendement égale ou supérieure à 27 et qui a à la fois le statut de résident du Québec et celui des Premières Nations ou des Inuits. Et on a un processus d'admission en deux sections, je dirais. Là, votre dossier académique compte pour 70 de votre dossier. Et vous avez aussi à vous inscrire et à réaliser le test de jugement situationnel, qui est le test Casper. Vous avez toutes les informations sur ce test-là directement sur le site web du test, là, le test Casper, et les résultats de votre test comptent pour 30 de votre dossier à l'Université Laval au bac en nutrition. Donc, si vous appliquez, vous faites des demandes dans plusieurs programmes, vous n'avez qu'à réaliser le test Casper qu'une seule fois, mais vous devez quand même vous inscrire pour qu'il soit valide pour le programme de nutrition. Et ça, je pense qu'il y a des frais là, pour chacun des programmes auxquels vous vous inscrivez. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 15 $ par programme. Donc, vous faites le test une seule fois, mais vos résultats sont transmis à tous les programmes auxquels vous serez inscrit. Vous aurez fait une demande d'admission. Si vous êtes refusé, il est toujours possible de faire un 3e choix après avoir reçu les réponses aux demandes d'admission. Toutefois, vous ne pouvez pas faire ce 3e choix-là dans un programme contingenté. On vous suggère fortement de cibler un programme d'études qui vous intéresse parce que vous comprendrez que c'est les notes là, qui vont être importantes à ce moment-là. Et si ce programme-là vous intéresse, bien, il y a beaucoup plus de chances que vous ayez des bonnes notes aussi. Donc, on vous suggère toujours de cibler là, quelque chose qui vous intéresse. Et si vous avez un collégien qui n'aura pas été admis en nutrition en 2022 pourrait faire une autre demande en 2023. Puis si vous, par exemple, vous avez fréquenté un programme universitaire entre-temps, bien, votre calcul de votre cote
va tenir compte de vos résultats au cégep, mais aussi des résultats que vous avez obtenus là, au niveau des cours universitaires. Donc, 2 pour chaque crédit de cours universitaire. Donc, par exemple, si vous faites 10 crédits dans la première session, donc 20 va être 20 de votre dossier, de votre cote R va provenir de vos notes universitaires et 80 de vos notes au collégial. Et finalement, il y a la possibilité au programme de nutrition de s'impliquer dans plusieurs associations étudiantes. L'implication étudiante est hautement valorisée, là, oui, à l'université, mais aussi au programme de nutrition. Moi, je crois fermement, moi, je me suis beaucoup impliquée là, quand j'étais étudiante il y a plusieurs années là, à l'Université Laval et j'en ai retiré beaucoup. Ça vous permet de développer des compétences qui sont complémentaires à votre formation. Et aussi, ça vous permet de rencontrer peut-être des fois des futurs employeurs et aussi de faire partie d'un groupe, d'améliorer votre sentiment d'appartenance. On peut dire qu'il est très, très fort là, au sein de la cohorte en nutrition. Donc, les étudiants s'impliquent beaucoup et il y a aussi la possibilité de faire reconnaître officiellement cette implication étudiante-là. Vous avez la possibilité, lorsque vous avez rencontré plusieurs exigences, entre autres là, le fait d'avoir fait 135 heures de bénévolat ou d'implication étudiante à valeur formatrice, mais là, à ce moment-là, ça peut être reconnu et vous pouvez faire, suite à l'examen de votre demande, déposer une demande, on étudie votre demande et ça peut même être, vous pouvez avoir un cours de 3 crédits là, qui pourrait être crédité là, grâce à votre implication étudiante. Donc, il y a la possibilité de vous impliquer au niveau des associations étudiantes, au niveau de l'université, la faculté, soit la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, mais également au niveau des sciences de la santé, de vous impliquer au niveau de l'association étudiante du programme, donc l'association étudiante en nutrition, des étudiants en nutrition de l'Université Laval. Il y a le bureau d'entraide en nutrition aussi qui est très, très actif avec son bulletin mensuel et il organise des fois même des conférences, des petits ateliers, etc. pour différents organismes. On a aussi le comité de soutien à l'allaitement maternel qui est en place et tout ce qui est en lien avec le menu, là, les games, là, il y a aussi là, les jeux de la nutrition qui sont organisés à chaque année. Donc voilà, ça complète ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça a répondu à vos questions et ça me fera plaisir là, de répondre à vos autres questions là, si vous en avez d'autres. Et j'espère qu'on aura la chance de se revoir peut-être l'année prochaine ou au cours des prochaines années.